Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Sanofi lance une marque de médicaments à but non lucratif destinée aux 40 pays les plus pauvres de la planète. Une stratégie globale que nous présentera mon invité Joseph Catla, qui est directeur des affaires corporate du laboratoire français. Le débat de ce Smart Impact qui réunira deux femmes qui se sont rencontrées grâce à Entrepreneurs pour la planète. Vous découvrirez Justine Goyon, qui est porteuse de projet, fondatrice de l'association Les Passeurs de Curiosité, et son mentor Marie Queneau, la présidente de Be Connected. Et puis la start-up éco-responsable du jour, c'est Innovaya, qui veut rendre possible l'accès à l'eau potable pour tous. Voilà pour les titres, on a un peu moins de 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Joseph Catla, bienvenue. Heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans l'émission. Vous êtes donc directeur des affaires corporate de Sanofi. Avec vous, on va parler d'impact, pas du titre de l'émission. Impact, c'est le nom de cette marque de médicaments que vous lancez, qui s'inscrit dans une stratégie globale que vous allez nous détailler tout à l'heure. Mais d'abord, ces médicaments, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Bonjour et merci de nous inviter à nouveau. Écoutez, ces médicaments sont des médicaments que nous vendons partout, en France et ailleurs, mais sauf qu'on a créé une deuxième marque pour pouvoir les apporter sans profit, sans bénéfice, dans les 40 pays les plus pauvres du monde, pour s'assurer qu'ils ont accès donc, à ces médicaments qui vont de diabète, de cardiovasculaire, de paludisme, de la tuberculose et de cancer. Ouais. Donc ce sont vraiment des maladies très variées, si j'ose dire. Enfin, vous avez voulu avoir un spectre large, c'est ça, des maladies Effectivement, il s'agit de la seule et unique, je dirais, initiative qui existe dans le monde, qui amène dans ces pays un portfolio aussi large de médicaments, dans des pays qui aujourd'hui n'ont pas soit des systèmes de santé qui permettent d'avoir accès à ça, ou soit les moyens. Et donc ce que Sanofi a voulu, c'est s'assurer que tous ces patients ils auront accès à ces médicaments et le faire d'une façon soutenable dans le temps, de s'assurer que oui, on les vend, mais on les vend sans bénéfice. Et donc ça nous permet d'assurer qu'on pourra continuer à fabriquer, à manufacturer et à distribuer. Et comment vous faites baisser le prix ? Il y a une question d'emballage, il y a une question de... C'est quoi la logique ? Il y a une question de pas de bénéfice. Ça, d'accord, ça j'ai bien compris, mais au-delà de ça... Mais au-delad de ça... C'est le même emballage partout Alors, on essaye effectivement, avec cette nouvelle création d'une marque, d'avoir un système d'emballage beaucoup plus simple. Un seul nom commercial, donc ça nous réduit les coûts de fabrication. Mais en plus, on va essayer d'avoir, avec un code de barre, le fait que la personne, le patient, puisse downloader dans leur téléphone. Heureusement, dans ce pays, s'il y a quelque chose, c'est des smartphones partout, qui pourra avoir la notice dans la langue locale, ce qui nous permet aussi, la logistique sera beaucoup plus simple. Pas obligé d'avoir une notice papier dans plusieurs langues et distribuée de façon différente, etc. Donc la logistique, on l'élimine, on la met au système plus simple, mais on assure que le médicament arrive, qui est la finalité de cet effort. 40 pays qui représentent 640 millions de personnes, dont 262 millions vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Et les 200 ou 300 et quelques millions d'autres, c'est pas beaucoup plus. Hein. Il faut avoir ça en tête. Exactement. Ces pays, vous les avez choisis tout simplement en prenant les plus pauvres de la planète. Enfin, tout simplement, vous vous êtes dit, voilà les pays qui en ont le plus besoin. C'était quoi la logique ? Oui, effectivement, ça c'est le premier point de départ. Mais aussi, on s'est rendu compte que c'est des pays que, Sanofi nécessairement n'est pas présent. Nous n'avons pas un bureau là-bas, mais pas que Sanofi. Il n'y a pas un seul laboratoire qui a un bureau dans ces pays. Donc aujourd'hui, c'est des pays qui sont un peu laissés c'est pour compte, voilà. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut arriver, comment on peut s'installer. Donc, on fait ça en partenariat avec différentes ONG, on fait ça en partenariat avec les organisations internationales comme l'OMS, l'UNICEF et autres. Et on fait ça en partenariat aussi avec des autres fondations, Gates et autres, pour s'assurer que la distribution peut arriver. C'est des pays, la plupart d'entre eux, qui n'ont même pas un système de santé publique comme on le connaît nous. Et donc, part de l'initiative, c'est pas seulement d'amener le médicament, mais aussi on a créé un fonds d'investissement qu'on va travailler avec des jeunes entrepreneurs qui développent des initiatives, des sociétés, des entreprises qui aident à la distribution des médicaments, parfois au diagnostic des patients, etc. Donc, on essaye aussi de renforcer la création d'un système de santé publique. Oui, alors c'est cette stratégie globale dont je parlais en titre. L'idée, c'est quoi ? C'est de donner à ces pays les moyens de finalement se créer un système de santé
pérenne, durable, c'est ça? Exactement, exactement. Vous savez, quand on a le privilège de travailler dans le secteur de la santé, on se rend compte de ce que nous faisons déjà, des médicaments et des vaccins pour les gens qui en ont besoin, ça a un impact social. Et ce qu'on a voulu dans notre stratégie, c'est d'arriver un peu plus loin et d'identifier quels sont les secteurs des communautés vulnérables qui n'ont pas accès. Que ce soit pour des raisons de ressources économiques et sociales dans nos sociétés, ou que ce soit dans des pays où ils n'ont même pas une infrastructure. Et donc, notre objectif, c'est de travailler justement avec les autorités internationales pour aider à créer cette minimum infrastructure, que ce soit avec la Global Health Unit, avec cet impact, cette marque qu'on a créée, que ce soit avec notre fondation, Foundation S, qu'on a lancée chez Sanofi aussi, et qui s'assure que, par exemple, on forme des oncologistes, des oncologues, Ouais. pédiatriques dans les pays où ils n'ont pas les moyens pour diagnostiquer le cancer dans des enfants. Et on se rend compte que dans ces pays-là, le diagnose, c'est déjà la première cause de la future mort si on n'en fait rien. Donc voilà, on met tous nos efforts, si vous voulez, pas seulement à la vente de médicaments, mais aussi à la création d'un écosystème. Donc, alors, j'allais dire c'est une business unit, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais oui, quoi. C'est vraiment une business unit au sein de Sanofi qui est créée pour ça, quoi. C'est une business unit sociale et pas commerciale. Ouais. C'est la différence. Nous avons 4 business units commerciales, là où nous gagnons de l'argent, si je peux dire, et une qu'on a créée avec un caractère social où l'objectif est justement pas de bénéfices, mais un impact social beaucoup plus fort. Ouais. Si on prend l'exemple de l'Afrique, les médicaments que vous vendez en Afrique, ils sont déjà produits sur ce continent, majoritairement? Comment ça se passe? Il y a un mélange. C'est très difficile. Vous savez, l'avantage de Sanofi, c'est que nous avons un réseau industriel très, très large. Il y a énormément d'usines en France, mais aussi un peu dans le monde. Et ce qu'on essaye, c'est d'avoir des hubs, des centres régionaux qui nous permettent, dans des moments, par exemple, comme la pandémie et autres, de pouvoir fournir les médicaments dans toutes les régions du monde. Donc nous avons aussi des usines en Afrique, nous avons des usines en Asie, en Amérique latine, etc., pour s'assurer que dans toutes les régions du monde, on peut fournir des médicaments. Mais est-ce que l'objectif de cette business unit, social business unit, c'est aussi de créer des usines dans ces pays? Pas dans un premier moment, mais pourquoi pas. On est ouvert, bien sûr, à étudier toutes les possibilités. Mais aujourd'hui, c'est des médicaments qu'on fabrique même en Europe. Hein. Vous savez, c'est des médicaments, j'insiste, qu'on peut acheter aussi en France. Oui, c'est la même qualité de médicaments, évidemment. Ce n'est pas des sous-médicaments que vous êtes en train de proposer là-bas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de poser cette question parce que est-ce que c'est aussi un moyen de lutter contre les contrefaçons? Parce que la contrefaçon de médicaments, ça existe et c'est autrement plus grave que la contrefaçon de stylobies, quoi. Merci pour cette question parce que c'est un très bon point que j'avais oublié de mentionner. Le nouveau package, si vous voulez, la marque Impact, ça nous permet aussi de tracer le trajet, je dirais, de médicaments pour s'assurer qu'il arrive vraiment aux mains des patients. Et oui, donc on a un système qui va nous permettre d'éviter la contrefaçon des médicaments, qui est très dangereuse, pas seulement un mauvais business, mais aussi très dangereux. Et on essaye d'assurer que les médicaments de qualité arrivent dans les mains des patients de partout. Vous l'avez évoqué, il y a cette fondation qui s'appelle la Fondation S, Sanofi Collective, qui prend le relais de la Fondation Sanofi Espoir, c'est ça, qui existait depuis une dizaine d'années. Si on fait le bilan de cette Fondation Sanofi Espoir, dans quel domaine elle intervient et dans quel domaine la Fondation va continuer d'intervenir? La Fondation Sanofi Espoir était née dans un contexte où on voulait avoir justement un impact sur des aires où on ne travaillait pas commercialement, je dirais. On s'est aperçu qu'après 10 ans, il fallait peut-être repenser un peu les objectifs. Donc on a créé cette Fondation S qui a 3 piliers dans leur activité. La première, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'oncologie pédiatrique. D'accord, donc c'est les cancers des enfants. Et là, on continue un travail que la Fondation Sanofi Espoir avait déjà commencé il y a une dizaine d'années. Donc on est présent dans des pays d'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie. Un deuxième pilier maintenant qu'on commence, qui est de travailler pour aider les sociétés les plus vulnérables qui ont souffert des effets de la santé, de l'impact des changements climatiques. D'accord, donc les peuples ou les zones les plus vulnérables face au changement climatique. Pour vous donner un exemple, on travaille avec une fondation au Bangladesh. Vous savez que le Bangladesh, là pour l'instant, ils sont en train d'avoir des inondations et autres. Ils souffrent énormément de ces changements climatiques. Donc on aide à travailler avec eux, d'avoir accès de nouveau à la santé à ces populations qui sont migrantes ou qui sont déplacées par les changements, par des désastres naturels. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, le troisième, c'est l'aide humanitaire qui se produit dans des moments de grandes catastrophes naturelles ou des guerres, comme pour l'instant on en vit en Ukraine. Donc là, on intervient avec le don de médicaments.
pour s'assurer que les gens, les victimes de ces guerres, dans ces cas-là, ils ont accès aux médicaments, aux vaccins, etc., qu'ils ont besoin, où le système n'existe plus. Parce qu'il a été attaqué, a été souffert pour les effets de cette guerre. Ouais. Vous l'avez évoqué rapidement, le fait de soutenir des start-up locales. Comment ça va se passer, ça? C'est un fonds dédié, là aussi? Comment ça va fonctionner? Oui, donc là, on revient à la GHU, effectivement, on a créé un fonds d'investissement. On a déjà une expérience qu'on a commencé à travailler il y a quelques années grâce à Vivatech, où on a participé, on a fait un focus très spécifique avec l'Afrique. Et nous avons aujourd'hui une série déjà de partenaires en Afrique où on aide de petites startups qui vont créer des infrastructures qui aident à la distribution de médicaments, par exemple. Et donc aujourd'hui, on continue avec ça. On identifie avec des acteurs locaux, avec le gouvernement, avec les ONG présentes dans le territoire, pour identifier quelles sont les initiatives qui méritent une aide. Et là, on les accompagne jusqu'à la fin. Et on en profite aussi, nous, pour faire arriver nos médicaments à travers de leur système. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a Pfizer qui vend aussi des médicaments à prix coûtant dans une quarantaine de pays les plus pauvres de la planète. Qu'est-ce qui vous différencie? Le fait justement d'investir, de vouloir créer un système de santé ou favoriser la création d'un système de santé pérenne? Je pense qu'il y a deux choses qui sont un peu différentes. Un, c'est justement le portfolio que nous amenons. Nous avons vraiment un système, je vous l'ai dit, de la diabète au tuberculose, donc vraiment toute une série de maladies qui sont très présentes dans ces pays. La quantité de maladies qu'on traite est supérieure. Et deuxième élément, cet élément d'être présent dans la continuité. Avec la création de ces fonds et surtout avec l'acceptation qu'on va être là, pas cette année et l'année prochaine on part, on a commencé un business pour y rester et pour assurer que ces pays, ils ont une continuation. On a beaucoup de relations déjà avec certains de ces pays par le passé, par la présence de Sanofi. Aujourd'hui, on est là pour rester et pour les aider justement à rentrer dans un système de santé, espérons, meilleur. Merci beaucoup, merci Joseph Catla, bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat à la découverte d'un nouveau binôme formé par Entrepreneurs pour la planète. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce pas Smart Impact en partenariat avec Entrepreneurs pour la planète. L'association fait appel, vous le savez, ce partenariat dure depuis plusieurs mois dans l'émission, aux compétences des chefs d'entreprise pour mentorer des porteurs de projets environnementaux, que ce soit des startups ou des associations. Justement, on va découvrir une association aujourd'hui avec Justine Guyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice porteuse de projets pour les passeurs de curiosité et celle qui vous accompagne, qui vous mentore, c'est Marie Queneau. Bonjour. Bonjour. La présidente de Be Connected. On va commencer par présenter vos entreprises ou vos organisations l'une et l'autre. Be Connected, c'est quoi? Alors Be Connected est un cabinet de conseil en stratégie, en exécution de la stratégie et en accompagnement du capital humain. Qui existe depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Donc on est une jolie start-up, on va dire, un joli petit cabinet. On accompagne des grands groupes, on accompagne de belles ETI françaises et suite à la pandémie, on s'est dit qu'on allait œuvrer pour faire plus que ça et accompagner des plus petits, des particuliers, des associations et des gens qui en ont besoin. D'où ce mentorat, on y revient évidemment. Justine Guyon, les passeurs de curiosité, joli nom qui me rappelle une émission que je faisais sur RTL il y a quelques saisons qui s'appelle « La curiosité est un vilain défaut ». C'est quoi votre vocation? Alors, la vocation de l'association, c'est de cultiver l'émerveillement des enfants au sujet du vivant. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On crée et on anime des ateliers ludiques et artistiques pour des enfants issus de quartiers prioritaires et territoires isolés, pour parler de ce qu'il y a de beau et de curieux dans la nature. Ouais, et ça passe notamment par ce qui s'appelle le Wonder Lab. C'est quoi le Wonder Lab? Alors Wonder Lab, c'est une escape box qui prend la forme d'un mini-muséum, à l'intérieur de laquelle il y a de vrais spécimens à observer pour les enfants, et qui fonctionne comme un escape game sous forme de jeu. Donc il y a des indices, des énigmes et des cadenas à ouvrir. Et tout ça dans le but vraiment de fasciner les enfants et de les intéresser sur des sujets environnementaux. Alors, votre binôme, Marie Queneau, pourquoi il s'est créé? Qui choisit qui? Ça marche comment? Alors, comment ça marche? Nous, on a eu la chance de rencontrer Entrepreneurs pour la planète qui nous a proposé plusieurs projets à accompagner. Et donc,
3 associations. Et on a choisi les passeurs de curiosité parce que on pense qu'une des clés pour changer le monde, c'est de passer par l'art de l'enchantement et par l'émerveillement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous un petit peu perdus pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, comment est-ce qu'on peut agir pour l'environnement. Et Justine a vraiment des choses intéressantes à proposer à ce niveau-là parce qu'elle va toucher directement le cœur des personnes, et donc notamment des enfants, mais pas que. Et donc on s'est dit que c'était un chouette projet à accompagner pour œuvrer pour ce grand objectif qui est aussi le nôtre, à savoir d'améliorer le monde, oui, mieux pour le monde. Il faut avoir l'ambition. Hein. Ça fait 6 mois que ça dure, c'est ça, ce mentorat. Qu'est-ce que vous attendiez de BeConnected ? Eh bien, alors j'avais pas vraiment d'attente au départ, mais il s'est avéré que l'accompagnement de BeConnected, pour moi, c'est vraiment mon petit cadeau presque hebdomadaire. C'est-à-dire que c'est moi, aujourd'hui, dirigeante de structure et porteuse de projet, c'est mon petit moment à moi qui me fait du bien. C'est quoi ? C'est une prise de recul, un moment de réflexion ? Oui, ça m'apporte déjà beaucoup de confiance en moi. Parce que d'avoir été choisie par une entreprise, c'est pas rien pour une petite association de notre taille. Et puis, Marie a eu cette générosité de m'ouvrir un peu les portes de sa structure, de son équipe. Donc, je peux à la fois échanger avec elle, mais aussi avec les autres membres de l'équipe de BeConnected. Et ça m'apporte effectivement la capacité de prendre du recul, d'avoir un nouveau regard sur ma posture de dirigeante, mais aussi plein de petits tips et de petits outils de management, des outils de partage d'informations. Qui vous servent très concrètement, c'est ça que j'entends dans ce que vous nous dites. Sur le terrain, avec mes équipes, avec mes partenaires, avec mes prestataires, avec mes bénévoles. Et qui me sert vraiment dans mon quotidien. Ça vous prend combien de temps ? Donc c'est vous et vos collaborateurs, si je comprends bien, c'est un engagement d'entreprise. Absolument. Alors nous, en tant qu'entreprise à mission, on a décidé depuis la pandémie, c'était pas naturel, on va dire, avant la pandémie, mais comme beaucoup d'entreprises, on a pas mal perdu. Ouais. Et du coup, face à cela, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on s'est dit, quitte à tout perdre, de toute façon pour l'instant les choses sont bloquées, on va donner de notre temps pour que la machine reparte, pour que la France puisse repartir. Et on n'a pas été les seuls, il y a eu beaucoup de projets de ce type-là. Et de là est née une volonté de donner 1 à 3 heures par collaborateur pour faire ce qu'on appelle des actions solidaires. Et au-delà de ce mentorat, on est bien d'accord, oui, c'est une politique générale de BeConnected. C'était avant de rencontrer Justine, entrepreneur pour la planète, effectivement. Okay. Et donc, dans ces 1 à 3 heures, on s'est dit, chacun peut choisir ce qu'il a envie de faire et apporter aux autres. Et donc là, c'est vrai que la façon dont ça s'est structuré, c'était un rendez-vous hebdomadaire et Justine venait piocher en fonction de ses besoins en conseil financier pour sa structure, en conseil en événementiel. On lui a donné aussi accès à notre réseau pour qu'elle puisse se connecter à des grands groupes et aussi à de la presse. Voilà, on a ouvert, on a dit, voilà prends ce que tu veux. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Parce que ça marche dans les deux sens, un mentorat. Alors moi, ça m'apporte beaucoup de bien-être à ma structure, une vraie cohérence de sens. C'est-à-dire que c'est bien joli de dire sur le papier on a envie d'être entreprise à mission. Là, on le fait vraiment. Et on le fait vraiment avec quelqu'un qui porte les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire de vouloir avoir cette volonté concrète de changer le monde. Donc par l'émerveillement, par la paix et nous, dans nos métiers, par la connexion saine et durable à soi-même, au groupe et à l'organisation. Ça, c'est ce que vous portez, ça ? Oui. Comme valeur. Absolument. Je voudrais qu'on détaille un peu cette escape box en quelque sorte. La première boîte Wonderlab a été lancée, je crois que c'était au mois d'avril, c'est ça ? Oui, tout à fait. Sur le thème des récifs coralliens. Alors moi, je suis très curieux de ça. On y trouve quoi ? On y trouve quoi dans la boîte ? On y trouve des squelettes de coraux qui permettent aux enfants d'observer notamment les petites loges dans lesquelles vivent les polypes, parce que les coraux sont des colonies d'animaux. On y trouve une étoile de mer qui s'appelle Acanthaster et qui mange les coraux. On y trouve une magnifique photo d'une petite algue microscopique qui s'appelle la zooxanthelle qui vit à l'intérieur des polypes des coraux. On y trouve un parasite du corail, on y trouve plein d'espèces qui vivent finalement
en adéquation avec les coraux et finalement qui permettent, toutes ces espèces permettent de former un écosystème. Et grâce à cette boîte, les enfants comprennent les différentes interactions qu'il y a entre ces espèces dans un même milieu. Il y a d'autres boîtes à venir ? D'autres thèmes, j'imagine ? Bien sûr, en cours d'élaboration. On va faire une boîte neutre qui pourra être complétée un petit peu en fonction des demandes, parce que du coup, grâce à Be Connected et à ce partenariat, on a pu développer nos prestations, notamment en entreprise, pour avoir un modèle économique qui soit pérenne. Parce qu'aujourd'hui, les associations ne vivent plus seulement des subventions publiques, elles doivent trouver d'autres ressources. Donc, vous avez, enfin, c'est pas une parenthèse, je rentre un peu dans le détail, ça veut dire que vous proposez vos services à des entreprises qui vont payer pour ça. Exactement. C'est ça. On s'est dit qu'on aurait, en fait, on a 90% de nos activités qui sont gratuites ou très accessibles pour notamment des structures culturelles, des musées, etc. Mais on a 10% de notre activité qui est sous forme de prestations, qui nous permet, nous, d'avoir les ressources ensuite, de payer les salaires et le matériel. Ouais, okay. Et donc, alors, on n'a pas détaillé les thèmes des prochaines Wonder Lab. Alors, les enfants nous ont expressément demandé de faire une boîte sur la jungle, l'écosystème de la jungle. D'accord. Mais on va aussi faire une boîte sur l'écosystème de la biodiversité en ville. Et sûrement une boîte aussi autour de l'écosystème de la prairie. Très bien. Ce mentorat, Marie Queneau, il doit durer combien de temps ? C'est ouvert ? Comment vous l'imaginez dans les mois à venir ? Alors moi, je l'imagine effectivement ouvert parce que comme toutes les actions qu'on propose sous forme d'action solidaire, il n'est pas question que ça s'arrête puisque ce n'est pas une prestation financée, c'est une prestation humaine. Et donc, aussi longtemps que Justine en aura besoin, à condition que ça respecte effectivement toujours ce format de 1 à 3 heures par semaine par collaborateur. Donc, on a de la place. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à des chefs d'entreprise qui peut-être nous regardent, qui hésitent à se lancer dans le mentorat, qui se disent « Ah, mais je ne vais jamais trouver le temps » ou alors « Ça va être compliqué ». Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? J'adore votre question. C'est vraiment important parce que nous, sur le papier, en fait, tout nous empêcherait de le faire. On est encore une petite structure, une structure en revanche rentable, donc ça, c'est la partie qui nous permet de le faire. En revanche, on travaille quand même tous beaucoup. Moi, en tant que dirigeante, je vais me gérer mes 12 à 15 heures par jour. Et pour autant, on trouve le temps. Et ce temps qu'on trouve qui nous réenchante, ton projet s'y prête particulièrement, ça nous permet d'être beaucoup plus connectés, d'être beaucoup mieux, beaucoup plus alignés dans notre humanité. Et donc, ça nous fait beaucoup de bien. Moi, c'est vraiment un facteur fort d'engagement de mes collaborateurs. Ils me l'ont tous dit. On a des enquêtes annuelles sur le bien-être au travail en interne. Et c'est quelque chose qui est fortement ressorti. Donc, c'est quelque chose qui engage les collaborateurs. C'est quelque chose qui, étrangement, ne fait pas perdre de temps. Parce que ce n'est pas 1 heure toutes les semaines par personne. Ce sont des morceaux choisis. Et quand on voit ce que ça apporte, faut vraiment pas s'en priver. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. À bientôt sur Bismart. Évidemment, c'est l'heure de Smart Ideas, une start-up éco-responsable en pleine lumière, comme tous les jours. On parle d'accès à l'eau potable tout de suite dans ce Smart Ideas avec Khaled Almezayen. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Innovaya. C'est quoi Innovaya ? Alors Innovaya, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale et également une jeune entreprise innovante qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. Nous développons des technologies pour réduire la consommation d'eau des industriels, mais également des bâtiments, et également donner accès à l'eau potable dans les zones isolées ou difficiles d'accès. Ouais. Donc ça s'adresse pas uniquement, et même loin de là, à des pays en difficulté, des pays en voie de développement. On parlait en début de l'émission des 40 pays les plus pauvres de la planète. Ça peut concerner aussi des départements français, des entreprises françaises ? Tout à fait. Ça concerne, surtout après ce qu'on a vécu cet été avec les sécheresses, ça concerne également des départements français, des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer. Nous avons d'ailleurs un très grand projet en Guadeloupe. Oui, ça concerne pas mal de zones en France. Donc Innovaya, il y a innovation, hein, vous l'avez cité, ce mot, sont des solutions qui doivent être assez simples, assez low-tech. Comment vous identifiez ces solutions et surtout, c'est quoi la philosophie de vos innovations en fait ?
Alors, d'abord, c'est tomber amoureux de son problème. Donc, quel est le problème? Et derrière, trouver la bonne solution qui sera adaptée. Donc, nous avons développé des solutions modulaires qui nous permettent de nous adapter vraiment à la problématique terrain. On va assembler différentes technologies assez simples pour pouvoir résoudre la problématique locale. Alors, ça passe. Si on prend un exemple, c'est quoi? C'est des procédés de filtration? Exactement. Donc, notre technologie est basée sur des procédés de filtration avec le minimum de consommables pour pouvoir avoir quelque chose de pérenne et qui fonctionne dans la durée. Vous aviez, je crois, créé une autre société avec justement un module de filtration. Elle vit bien quand? Comment elle vous est venue l'idée? C'était à l'occasion d'un voyage humanitaire, c'est ça? Exactement. Donc, ça a fait maintenant 10 ans que j'ai vécu une expérience personnelle dans un camp de réfugiés. Et donc, j'y étais pour toute autre chose. Je suis pharmacien à la base. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte que la grosse problématique, c'était l'accès à l'eau et son acheminement. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé dans ce projet et j'ai rencontré Guillaume et Justine, mes deux acolytes, mes deux cofondateurs, en Roumanie. À l'époque, on travaillait en Roumanie. Et on a décidé de s'associer et de créer Innovaya autour de ce sujet. Quand il y a un défi, vous dites qu'il faut tomber amoureux de son problème, j'aime beaucoup cette formule. Quand il y a un défi à relever, pour être efficace, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier les bons partenaires, c'est au-delà de la technologie, au-delà de l'innovation. Exactement. Donc, on n'est pas capable de résoudre toutes les problématiques tout seul. On doit vraiment s'associer avec des partenaires locaux, des gens qui connaissent leurs problématiques. D'ailleurs, que ce soit avec les industriels ou avec des partenaires humanitaires, on va d'abord étudier la problématique terrain avec eux. Ils la connaissent très bien en général et il suffit pour nous ensuite de vraiment bien déterminer qu'est-ce qu'il y a comme problématique pour pouvoir répondre efficacement avec une solution adaptée. Si je prends l'exemple de la Guadeloupe, qu'est-ce que vous mettez en place là-bas? Bien, en Guadeloupe, il y a énormément de problématiques autour du réseau et de la qualité de son eau. L'eau est peu minéralisée, l'eau est aussi parfois polluée suite aux différentes fuites et infiltrations. Et donc, on met en place des systèmes de filtration avec des médias qui vont absorber en fait les problématiques et les différents polluants. Au point d'usage, donc on ne va pas acheminer l'eau, l'eau arrive et au point d'usage on va mettre des systèmes qui vont traiter l'eau pour la rendre potable. Je voudrais terminer avec l'appel que vous avez fait pour développer Innovaya à l'ITA.co, une levée de fonds citoyenne. Alors je sais pas, vous en êtes à combien? Vous avez récolté combien d'argent? Alors on avait comme objectif de lever 500 000 euros et on a dépassé notre objectif. Aujourd'hui on a levé 700 000 euros sur la plateforme. Et pour en faire quoi alors? C'est quoi la stratégie? Alors la stratégie derrière, c'est de continuer à développer nos technologies, digitaliser également notre savoir-faire pour pouvoir le rendre accessible au maximum de personnes. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'impact à l'international. Et donc, en développant, en digitalisant notre offre, nous pourrons rendre accessible notre savoir à nos partenaires internationaux. Merci beaucoup Khaled Almezayen, merci d'être venu nous présenter Innovaya. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. On est bien sur la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.